Bienvenue à tous. Merci d'être présents pour la quatrième édition de l'Instant Recherche de la Fondation Croix-Rouge française, consacrée aux catastrophes naturelles. Si vous connaissez déjà la Fondation et l'Instant Recherche, eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, à nouveau à distance, mais votre présence prouve que nous parvenons à maintenir ce lien avec vous et c'est le plus important. Et si vous découvrez la Fondation à l'occasion de cet événement, eh bien, merci aussi pour votre intérêt pour nos activités. Sachez, si vous ne le savez déjà, que la Fondation Croix-Rouge française est une fondation reconnue d'utilité publique dédiée à la recherche sur l'action humanitaire et sociale. Elle porte la volonté de la Croix-Rouge française de promouvoir la connaissance scientifique pour une meilleure compréhension des contextes et des crises et faire avancer l'action au service des plus vulnérables. Bref, elle est une interface entre ceux qui luttent contre les fragilités et ceux qui les analysent. Donc, je vous invite à parcourir, bien sûr, notre site Internet sur lequel vous verrez que la Fondation construit ses ponts entre les mondes académiques et humanitaires de multiples façons, par la remise de prix, le soutien à des projets de recherche, la diffusion des savoirs, ou encore la stimulation du débat autour des travaux scientifiques soutenus. Et c'est justement la raison d'être de notre webinaire, l'Instant Recherche, qui connaît donc sa quatrième édition aujourd'hui. Alors, pourquoi un instant recherche consacré au thème des catastrophes naturelles? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, la fréquence accrue de ce phénomène et ses conséquences importantes pour les sociétés aujourd'hui et encore plus demain. À l'échelle du globe, nous assistons depuis plusieurs décennies à une augmentation importante du nombre de catastrophes naturelles, dont le nombre annuel moyen mesuré entre 1997 et 2017 serait 2 fois plus important qu'entre 1978 et 1997, selon le Center for Research on the Epidemiology of Disasters de l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Et la tendance à l'augmentation se confirme et semble même s'accentuer. Plus précisément, selon le World Disasters Report 2018, publié par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 3 751 catastrophes naturelles ont été enregistrées dans le monde entre 2008 et 2017. Durant cette période, le nombre estimatif de personnes touchées est de 2 milliards, dont 95% l'ont été par des aléas liés aux conditions météorologiques, principalement des inondations, 37%, et des tempêtes, 17%. Le coût approximatif des dégâts générés par les catastrophes dans les 141 pays impactés dans le monde durant ces 10 années s'élève à 1 658 milliards de dollars américains, dont 73% sont imputables aux aléas liés aux conditions météorologiques, les tempêtes représentant à elles seules 42% de ces coûts. Et bien sûr, c'est le coût humain qui retient le plus l'attention. Entre 1998 et 2017, les catastrophes naturelles ont causé 1,3 million de morts et 4,4 milliards de personnes blessées, sans abri, déplacées ou nécessitant une assistance urgente, selon le Center for Research on the Epidemiology of Disasters. Et chaque année, en moyenne, les catastrophes naturelles toucheraient 199 millions de personnes, causant 67 000 décès et feraient plonger 26 millions de personnes dans la pauvreté, selon le Centre de surveillance des déplacements internes. Ces chiffres sont amenés à croître dans les années à venir. La multiplication des crises humanitaires et sanitaires engendrées par ce phénomène amènera, selon toute prévision, ONG, États, entreprises, institutions internationales à gérer des volumes d'opérations en forte croissance. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge estime par exemple dans son rapport intitulé « The Cost of Doing Nothing » paru en 2019 que d'ici à 2050, 200 millions de personnes pourraient chaque année avoir besoin de l'aide humanitaire internationale en raison des catastrophes naturelles et des conséquences socio-économiques des changements climatiques. Alors, cet enjeu humanitaire grandissant est bien sûr la seconde raison pour laquelle nous avons choisi ce thème aujourd'hui. Enfin, une dernière raison, ces crises humanitaires et sanitaires, de plus en plus nombreuses et aux causes et modes de gestion spécifiques, bref, ce contexte nouveau conduit les acteurs de la société civile et institutions internationales à repenser leur action, notamment dans l'optique d'une transition ou articulation plus poussée avec les objectifs du développement durable. Et pousse aussi les pouvoirs publics locaux à opter pour des modes innovants de gestion des risques de catastrophes et de transition énergétique. Il est donc important de s'interroger sur ce que ces bouleversements environnementaux impliquent tant en termes de conséquences pour les populations qu'en termes de conception et de pratique de l'action humanitaire.
La Fondation Croix-Rouge française est convaincue de l'utilité des sciences humaines et sociales pour accompagner cette réflexion. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer la 4e édition de l'Instant Recherche au thème des catastrophes naturelles, dans la continuité du soutien apporté à la dizaine de travaux de recherche déjà soutenus sur ce sujet et que je vous invite à découvrir sur notre site internet, qu'il s'agisse par exemple de la recherche de Christiane Rafidi-Narivo sur le BNGRC, le Bureau national de gestion des risques et catastrophes à Madagascar, de celle de Mariamanu Koucha sur l'évaluation économique des dispositifs de gestion des risques de sécheresse au Niger, de celle de Georges Joey sur les configurations et dynamiques de l'aide humanitaire dans les zones d'inondation de la vallée du fleuve Niger au nord Bénin, des travaux de Francisca Espinosa sur le lien entre la mémoire des catastrophes et la résilience de la population à La Réunion, ou encore de l'étude en cours d'Yves Mazabro sur les conceptions liées aux risques naturels en Guadeloupe. Alors, cet instant recherche connaîtra 2 moments. D'abord, une table ronde d'1 heure qui réunira 3 chercheurs que je vais avoir le plaisir de vous présenter dans un instant, suivi de 20 minutes de questions-réponses avec le public, à qui je rappelle les règles de participation habituelles. Vous pourrez nous communiquer vos commentaires, remarques, questions dans le chat du Zoom durant la table ronde. Une fois celle-ci terminée, Louise, notre assistante de recherche, ici présente, en communiquera la synthèse aux intervenants qui y réagiront. Nous aurons donc 20 minutes pour cet échange à la fin de la table ronde. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue et de remercier nos 3 intervenants du jour. Donc, Sandrine Revet, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le son passe, c'était juste pour vérifier. Donc, ravi de vous avoir parmi nous. Vous êtes anthropologue, chargé de recherche au CERI, c'est le Centre de recherche international de Sciences Po Paris. Vos premiers travaux se sont orientés autour de l'anthropologie des catastrophes, avec une thèse sur les coulées de boue de 1999 au Venezuela, publiée sous le titre « Anthropologie d'une catastrophe » aux presses de la Sorbonne Nouvelle en 2007. Puis, vous avez notamment mené une enquête multisite sur l'action internationale vis-à-vis des catastrophes qui vous a conduite des bureaux de l'ONU à Genève à plusieurs pays d'Amérique latine dans lesquels sont mis en place des programmes de prévention ou de gestion de catastrophes naturelles. S'en suivit la publication d'un ouvrage coécrit avec Julien Langumier, Le gouvernement des catastrophes, en 2013, paru chez Cartala. Je signale aussi qu'en 2018, vous avez débuté une recherche sur le règlement par le droit des relations entre humains et environnement dans un contexte de crise à partir du cas du fleuve Atrato en Colombie, qui a été déclaré personnalité juridique en 2016. Et bien sûr, je ne manquerai pas de rappeler que vous êtes lauréate 2020 des prix de recherche de la Fondation. Et enfin, parmi vos dernières publications, je conseille notamment la lecture de Les coulisses du monde des catastrophes naturelles, paru en 2018 aux éditions Fondation MSH, Maison des sciences de l'homme, et de Disasterland, An Ethnography of the International Disaster Community, paru chez Palgrave Macmillan l'an dernier. Vous aurez sans doute l'occasion de nous dire ce qu'est le Disasterland. Djiby Sambou, bonsoir. Vous nous entendez, Djiby ? Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Oui, je vous entends très bien. Et vous m'entendez? Bonsoir. Oui, on vous entend très bien. Bonsoir. On vous entend bien. Bonsoir, Djiby. Vous êtes géographe, enseignant-chercheur à l'université Amadou Mahtar Mbow de Dakar, au Sénégal. Après un master en gestion de l'environnement de l'université Senghor à Alexandrie, en Égypte, vous êtes intéressé aux questions liées au changement climatique et aux ressources en eau en Afrique de l'Ouest, domaine auquel vous avez consacré votre thèse de doctorat réalisée à l'université d'Amomé-Calavi à Cotonou, au Bénin. Vos recherches portent principalement sur des thématiques transversales qui sont liées aux réponses des systèmes sociaux et hydroécologiques face à des perturbations, stress et changements. Vous vous intéressez également aux questions d'éducation relatives à l'environnement. Vous avez ainsi élaboré pour le compte du PNUD Mali un programme scolaire accompagné de manuels et livrets pédagogiques d'éducation sur les risques climatiques et les inondations au Mali. Et en 2018, vous avez figuré parmi les lauréats des appels à la bourse de recherche de la Fondation, ce qui vous a permis de conduire une étude de la vulnérabilité socio-écologique du delta du fleuve Sénégal face aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Au cours de ce travail, vous vous êtes notamment intéressé aux perceptions et moyens d'adaptation des communautés côtières de Saint-Louis du Sénégal vis-à-vis de cette vulnérabilité et des scénarios d'évolution probables. Et parmi vos dernières publications, je signale votre article sur The Conversation, paru l'an dernier,
et intitulé « Changement climatique à Saint-Louis du Sénégal, risques, vulnérabilité et résilience des populations face à la montée des eaux ». Enfin, Annabelle Moati, bonsoir. Vous nous entendez, Annabelle? Bonsoir. C'est bon, le son passe. Vérification. Bonsoir, merci aussi d'être là. Donc, je rappelle que vous êtes géographe, postdoctorante associée au laboratoire Littoral, Environnement et Société de l'Université de La Rochelle. Vous avez soutenu en 2015 une thèse intitulée « Pour une géographie des reconstructions post-catastrophe, risques, société et territoire » à l'Université Paul Valéry de Montpellier. En 2019, vous avez figuré parmi les lauréats des appels à bourse de recherche de la Fondation, ce qui vous a permis de conduire une recherche visant à analyser les mécanismes de solidarité mis en place après le passage du cyclone Irma sur 2 territoires des Antilles françaises, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cette étude qui comble un manque de connaissances sur les blocages qui freinent la sortie de crise et contraignent la résilience et qui prend place dans le projet ANR T-REX a notamment permis de concevoir un guide de la reconstruction post-cyclone aux Antilles. Parmi vos récentes publications, je signale notamment votre article paru l'an dernier dans Disaster Prevention and Management, intitulé « Resilience and Post-Disaster Recovery, a Critical Reassessment of Anticipatory Strategies, Build Back Better and Capacity Building », ainsi que 2 de vos articles sur Irma, celui paru dans Géocarrefour en 2019, intitulé « Bilan humain de l'ouragan Irma à Saint-Martin, la rumeur post-catastrophe comme révélateur des disparités socio-territoriales », et celui paru dans Écogéo l'an passé, et intitulé « Organisation de la post-catastrophe après Irma à Saint-Martin ». Merci encore à tous les 3 d'être là. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer notre heure de table ronde. Et pour commencer, j'ai envie de profiter de votre présence pour d'abord nous arrêter, si vous voulez bien, sur l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est-à-dire les catastrophes naturelles, et de vous poser les questions suivantes, simples a priori. Qu'entend-on aujourd'hui par catastrophe naturelle? Pourquoi m'arrive-t-il, par exemple, de constater l'emploi de guillemets autour du mot naturel ou autour de catastrophe naturelle? Qu'est-ce que cela traduit comme débat, divergence de point de vue sur la définition de ces phénomènes, que je vois tantôt abordés comme des événements brutaux extérieurs qui viennent s'abattre sur la société et auxquels on doit se préparer, tantôt comme des aléas provoquant la réalisation de risques ou de dangers déjà là dans nos sociétés, donc finalement comme des produits endogènes de la façon dont nous vivons. Bref, comment la façon de définir et d'aborder ces phénomènes a-t-elle évolué avec le temps? Et s'il n'y a pas de consensus aujourd'hui, quelles sont les différentes conceptions ou approches qui perdurent et font débat? Je rappelle au passage qu'il ne s'agit pas d'un objet nouveau pour les sciences sociales qui bénéficie de plusieurs dizaines d'années de réflexion sur le sujet, notamment la perspective anthropologique qui a donné lieu aux États-Unis à ce qu'on a appelé les disaster studies, je crois. Sandrine, si vous voulez bien, je vous passe la parole en premier. Oui, tout à fait. Alors, merci pour cette invitation et pour le soutien qu'apporte la Fondation à tous les travaux en sciences sociales et humaines sur les catastrophes et sur l'humanitaire plus généralement. Je pense que c'est vraiment très, 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 très important. Il faut le saluer. C'est assez rare dans le paysage. Et par rapport à la question que vous posez, Vincent, je pense qu'effectivement, votre étonnement par rapport aux guillemets est un étonnement légitime parce que ces guillemets n'étaient pas là, n'ont pas toujours été là en fait, et qu'ils témoignent effectivement d'un changement dans la façon de penser les catastrophes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un vrai lien entre les recherches sur les catastrophes, les types de sciences qui se penchent sur ces phénomènes et évidemment la façon de les comprendre et de les prendre en charge, bien entendu. Et pendant très longtemps, ces catastrophes, enfin ces événements d'ailleurs, qui n'étaient pas forcément conceptualisés comme des catastrophes, ces événements, qui soient climatiques ou qui soient plutôt géophysiques, type séisme, tremblement de terre, tsunami, ce type d'événements, étaient avant tout des objets pour les sciences naturelles, les sciences de la Terre. Et pour elles, la catastrophe n'existe pas. Il existe des phénomènes sur lesquels on se penche, dont on mesure l'intensité, dont on regarde la récurrence,
dont éventuellement on essaye de comprendre les phénomènes de répétition pour éventuellement essayer de comprendre et de les anticiper, mais on est vraiment sur un cadrage extrêmement scientifique de l'aléa, du phénomène en lui-même. Et cette prédominance des sciences de la nature et de la Terre a perduré pendant un bon moment. Et c'est pendant la guerre froide qu'on voit arriver les premiers travaux en sciences sociales qui sont à ce moment-là convoqués dans un contexte bien particulier de guerre froide par les États-Unis qui sont très inquiets quant à ce qui pourrait arriver à la population en cas d'attaque nucléaire et qui décident de prendre les catastrophes, les situations de catastrophes, alors au-delà des catastrophes naturelles aussi, les accidents technologiques, les explosions, etc., un petit peu comme des situations de laboratoire pour observer le comportement des populations. Donc, on est là dans ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle les disaster studies, qui ne sont pas encore des travaux d'anthropologie, qui sont plutôt des travaux de sociologie et de psychosociologie. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'idée de réaction des populations. Est-ce que ils vont faire n'importe quoi? Est-ce qu'ils sont irrationnels? Est-ce qu'ils vont paniquer? On a très peur des mouvements de foule, on a très peur de l'irrationalité des masses, etc. Et puis, progressivement, donc ces travaux vont se mettre en œuvre, et puis progressivement, en parallèle avec la période des décolonisations, tous les travaux sur le développement, les perspectives des années 70, on va avoir émergé une critique de ces travaux, et notamment une critique qui vient des pays du Sud, avec des chercheurs qui travaillent dans les Suds, et qui vont essayer de comprendre quelles sont non plus les causes des catastrophes, les conséquences des catastrophes, mais leurs causes, et qui vont expliquer que finalement, devant un même phénomène, des groupes et des sociétés ne sont pas affectés de la même manière. Donc, c'est des travaux qui partent des recherches, notamment autour de la sécheresse et des famines au Sahel dans les années 70, et qui vont mettre en avant l'idée qu'il y a des facteurs de vulnérabilité. Donc, une idée qui est aujourd'hui extrêmement répandue, admise, mais qui, à l'époque, fait concurrence à cette prédominance des sciences du climat et des sciences naturelles. Et cette idée des facteurs de vulnérabilité, en fait, elle va intégrer les arènes internationales parce que les chercheurs vont faire tout un travail de sensibilisation, même entrer dans des organisations, dans des ONG où ils vont amener ces concepts-là, d'où encore l'importance des ponts entre science recherche et pratique, et vont finalement apporter l'idée de la vulnérabilité, des causes sociales, des causes politiques, des causes profondes des catastrophes dans ces arènes. Et ce qui va aboutir finalement à ce qu'on admette au niveau international que les catastrophes ne sont pas naturelles, dans le sens où même si elles sont provoquées par un phénomène d'origine naturelle, ce qui provoque la catastrophe, c'est bien des facteurs de vulnérabilité liés au mode de construction, à la répartition des terres, à la répartition des richesses, aux capacités de se remettre, etc., etc. Et donc, c'est là qu'on peut trouver finalement l'origine de ces guillemets, mais qui témoigne effectivement d'un important travail de recherche en sciences sociales qui a infusé les arènes de gouvernance. D'où les guillemets. Donc, merci Sandrine. Annabelle? Oui, alors excusez-moi, j'ai un petit souci de connexion, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Si jamais vous me dites, je couperai la caméra. Très bien, très bien. Vous écoutez. Oui, ben, tout à fait en accord, bien entendu, avec ce qui vient d'être dit par Sandrine Revet sur la question de ces guillemets, sur ces catastrophes qui n'ont de naturel finalement que le phénomène qui frappe un territoire, qui se matérialise sur un territoire. Et moi, j'aime bien, quand on parle de catastrophe, parler aussi de ce qu'il y a juste avant, c'est-à-dire le risque majeur. Et en parlant du risque majeur, j'aime bien la définition d'Arun Taziev qu'il avait donnée il y a quelques décennies de ça et qui n'en reste pas moins toujours pertinente et intéressante.
qui est qu'un risque majeur, c'est la menace qui va dépasser les capacités de réponse d'une société donnée. Et je pense que là se trouve vraiment le fondement de ces guillemets à naturel, c'est-à-dire qu'en effet, l'aléa, l'inondation, le séisme, l'éruption volcanique sont des phénomènes naturels, mais ce qui fait catastrophe, c'est la manière dont ces aléas vont se déployer sur une société pour laquelle les capacités de réponse vont être dépassées par la crise générée par cet aléa qui frappe le territoire. L'évolution des courants de pensée, comme le disait tout à fait très bien Sandrine Revet juste à l'instant, qui était d'abord centrée sur des paradigmes techniques, sur la gestion technique des aléas, c'est-à-dire face à une inondation, par exemple, eh bien, on construit une digue. Face au risque d'érosion, on va construire des épis ou des brise-lames sur les côtes pour limiter ces risques-là. Suite à ces travaux-là, il y a eu en effet toute une approche avec beaucoup plus de sciences humaines et sociales, une approche plus radicale, si on peut l'appeler comme ça en termes de sciences, qui va, elle, mettre l'accent sur les modalités d'organisation de nos sociétés et qui va donc mettre en avant le fait qu'une catastrophe n'est une catastrophe que parce que la société est en difficulté pour organiser une réponse face à cet événement. On a aussi l'évolution du concept de vulnérabilité, par exemple, qui peut marquer la manière dont les chercheurs ont vu l'approche des risques et des catastrophes, que ce soit en sciences humaines et sociales ou en sciences de manière plus générale, qui au début signifiait vraiment une fragilité et puis qui petit à petit a été assorti de tout un tas de concepts, notamment celui des capacités à faire face, à se relever, à résister à un choc, et donc à la notion de résilience finalement. Notion de résilience qu'on peut définir en fait d'une manière assez dynamique en fonction du moment que l'on regarde, du moment de gestion des risques que l'on regarde. La résilience peut être action et de prévention. Elle va être une capacité à résister pendant la période de crise, au moment où l'aléa frappe sur le territoire, et une capacité de rebond, à se remettre, à rebondir, à se réorganiser en période post-catastrophe immédiate. De fait, cette évolution des concepts que l'on utilise pour décrire à chaque fois l'organisation de la société et la réponse de la société face à ces risques montre bien qu'en fait, c'est bien la société qui est au cœur de notre problématique et moins finalement la manière dont les enjeux sont endommagés, donc le phénomène physique en lui-même. Merci Annabelle. JB, je vous passe la parole sur cette première question. Bonsoir Vincent, merci beaucoup. Vous m'entendez? On vous entend, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Oui, ben c'est parce que je pense que c'est l'animateur qui n'a pas activé la vidéo. À mon niveau, j'ai essayé, mais ça ne passe pas. Ouais. On va régler ça. Je voulais justement dire que je partage les points de vue de Sandrine et d'Annabelle. Donc, au risque de ne pas me répéter, je vais essayer de revenir sur des concepts qu'elles ont abordés pour le public qui nous écoute et peut-être qui n'est pas spécialiste des questions. Elles ont parlé évidemment de catastrophes, pourquoi les guillemets sur le naturel, elles ont parlé d'aléas, d'enjeux, voilà, de risques, de vulnérabilité et de résilience, hein, de manière résumée. Donc, pour comprendre la notion de catastrophe, il faut, je pense, fondamentalement comprendre la notion de risque. C'est ce qu'Annabelle a essayé de démontrer à l'entame de ses propos. Et maintenant, pour comprendre cette notion de risque, il y a deux concepts fondamentaux qu'il faut comprendre. C'est d'abord le concept d'aléa qu'elle a dit et le concept d'enjeu. Alors, l'aléa, c'est un phénomène qui peut être naturel, comme les séismes, sans en a parlé, les inondations, les tempêtes. Voilà. Mais ça peut être aussi un phénomène d'origine anthropique, comme la fuite de gaz, vous voulez également, mais si vous voulez, mais aussi ça peut être des accidents de voiture. Voyez. Donc, c'est ça l'aléa. C'est des phénomènes qui peuvent être d'origine naturelle, comme les précipitations, les inondations. Peut-être c'est de là que va venir les guillemets sur le naturel. Mais il y a également des phénomènes qui sont également anthropiques. Alors, elle a également abordé le concept d'enjeux. Les enjeux, ce sont, si vous voulez, les personnes, les infrastructures,
les activités économiques, etc., le patrimoine culturel, qui sont susceptibles d'être affectés par ces aléas naturels ou anthropiques. Donc, un événement qui est potentiellement dangereux, qu'on appelle aléa, ne devient risque que s'il survient dans une zone où il y a des enjeux, naturellement. Alors, comme je l'ai dit, ces enjeux-là, c'est nos infrastructures, les patrimoines culturels, les activités économiques, etc. Si je dois donner un exemple, prenons le cas de l'aléa tempête qui se produit en pleine mer, elle reste une tempête. Si elle évolue vers la côte, on parlera là de risque. Ah. Maintenant, si lorsque la tempête survient sur la côte et occasionne en tout cas des dommages assez importants, là on parle de catastrophe. Donc, on peut définir, si vous voulez, une catastrophe comme la réalisation, disons, d'un risque qui était prévisible. Donc, voilà ce que je voulais juste apporter pour ne pas me répéter par rapport aux propos que Sandrine et Annabelle ont développés, que je partage. Je vous remercie, Vincent. Merci, Djiby. Et merci à tous les trois pour ce premier tour de table sur la définition des catastrophes naturelles. Oui, oui. Merci, Djiby. Allô? Tu as très bien entendu. Voilà. J'aimerais poursuivre notre échange maintenant sur les acteurs, les multiples acteurs en jeu dans le domaine de la prévention et gestion d'événements exceptionnels de ce type, qui impliquent en effet autorités locales et nationales, organisations non gouvernementales, experts et scientifiques, agences multilatérales, populations locales évidemment, etc. L'histoire récente témoigne de la naissance au cours du XXe siècle de ce que vous avez appelé, Sandrine, le gouvernement des catastrophes, avec ses institutions internationales, ses instruments et dispositifs variés de politique publique, de tout un monde d'expertise aussi autour de ces questions. Alors, ma première question est la suivante, et peut-être plus directement adressée à vous, Sandrine. Quand en est-on venu à penser que les catastrophes étaient des problèmes internationaux? Et qu'est-ce que cela a impliqué alors en termes de gouvernement des catastrophes, autrement dit en termes d'outils que les acteurs peuvent mobiliser, sur lesquels ils peuvent s'appuyer lorsqu'ils doivent faire face à une catastrophe? Aussi, compte tenu des multiples acteurs et dispositifs en jeu, j'aimerais vous poser une autre question. Comment est-ce que ce gouvernement international des catastrophes se traduit-il concrètement au niveau local? En vous appuyant peut-être, Sandrine, Annabelle, Djiby, sur des catastrophes passées, pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont ça se passe concrètement sur le terrain? Qui fait quoi? Qui décide de quoi parmi ces multiples acteurs et dispositifs en jeu? Par exemple, on peut facilement imaginer que cette diversité d'acteurs en jeu, tous agissant souvent dans l'urgence en plus, car ces événements exceptionnels appellent une réponse rapide, engendrent des espaces de tension ou de confrontation tant leurs pratiques peuvent s'avérer différentes, hétérogènes. On peut aussi imaginer par ailleurs que les multiples dispositifs de gouvernement mis en place par ces multiples acteurs ne sont pas tous appropriés de la même façon par la population locale, et que les contextes politiques, socio-économiques des catastrophes jouent un rôle prépondérant dans la façon dont leur gestion peut se faire. Donc, pour peut-être en venir à des choses plus concrètes avec des exemples, si vous pouvez en mobiliser, j'aimerais qu'on poursuive notre réflexion sur la façon dont ça se passe concrètement. Peut-être je repasse la parole en premier, Sandrine, pour aussi cette perspective historique et ce que vous avez appelé le gouvernement des catastrophes. Est-ce que c'est la même chose que le disaster land? D'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question. Alors, effectivement, c'est presque, mais pas tout à fait pareil, parce que Disasterland, c'est plus vaste que le gouvernement des catastrophes. En fait, Disasterland, c'est un monde social international qui, comme vous le disiez très bien, va des agences de gouvernement, des États,
jusqu'à un monde d'expertise, un monde aussi d'ONG, un monde donc de scientifiques, etc. Et donc, c'est pour dépasser un peu la notion de gouvernement des catastrophes qu'on avait proposé avec Julien Gumier dans notre ouvrage de 2013. Et pour, en montant d'échelle, en regardant à l'échelle un peu plus vaste du globe, tous les acteurs qui étaient impliqués, j'en suis venue à parler plutôt d'un monde social et donc de ce fameux Disasterland qui fait un petit clin d'œil à l'anthropologie qui a analysé l'humanitaire avec les travaux de David Moss qui a fait un ouvrage sur Aidland et puis des travaux sur Peaceland, sur les producteurs de paix, etc. au niveau international. Voilà. Alors, effectivement, les catastrophes, elles n'ont pas toujours été des objets pris en charge au niveau international. C'est assez récent. Il faut quand même rappeler que c'est une prérogative régalienne, c'est une question de sécurité. Donc, a priori, ce sont les États qui s'occupent de la gestion des crises. Ce sont les États qui déclenchent les États, enfin, les décisions légales pour l'état de catastrophe naturelle et les actions en urgence. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout bêtement, c'est en premier lieu des raisons économiques qui ont en premier lieu attiré l'attention sur le fait que les catastrophes étaient coûtées de plus en plus cher. Donc, l'origine en fait de l'internationalisation des catastrophes, elle peut être racontée de diverses manières. C'est un peu ce que je montre dans mon travail. Chaque secteur de ce monde a sa propre généalogie. Donc, certains vont vous dire on n'était pas coordonnés, il fallait se coordonner. Donc, on va mettre ça sur voilà, une généalogie de l'urgence. D'autres vont dire… Mais si on remonte un petit peu en arrière par rapport aux premières instances qui sont mises en œuvre, on voit qu'on a l'intervention à la fois des réassureurs, des grosses compagnies de réassurance comme Munich Re, Swiss Re, qui, dans les années 70 et 80, commencent à s'inquiéter du coût important que représentent les catastrophes pour les compagnies d'assurance et qui vont alerter le gouvernement des États-Unis sur cette question en disant écoutez, ce serait quand même important qu'on puisse penser à des situations pour réduire ces coûts et donc plutôt faire de la prévention que seulement de la gestion de crise. Voilà. Ça, c'est la première chose. En parallèle, évidemment, il y a un travail aussi de la part de scientifiques qui vont essayer de porter cette question de la prévention au niveau international, qui vont aller taper directement à la porte de l'ONU et qui vont s'associer, tout ce mouvement de gens qui commencent à faire des rapports sur le coût des catastrophes, sur l'urgence de mettre en place des outils de prévention. Ça va donner lieu à la première organisation une décennie internationale, qui est à faible coût, on va dire, pour l'ONU, de déclarer une décennie internationale sur la prévention des catastrophes naturelles. À l'époque, il n'y a pas encore de guillemets. C'est la décennie 1990-1999. Alors, ça va donner lieu à tout un tas de processus que je vais vous épargner, mais la mise en place d'agences, etc. Mais, concrètement, ce que ça provoque, d'abord, c'est l'idée qu'il va falloir prendre la mesure de ce phénomène au niveau international, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on ne compte pas les catastrophes dans chacun des pays du monde de la même manière. Dans certains pays, on ne fait pas le bilan ni humain ni matériel. Dans d'autres, on le fait, mais pas avec les mêmes chiffres. Donc, par exemple, les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, Vincent, en introduction, ce sont des chiffres qui sont produits par ce monde international des catastrophes. La première chose qu'on fait, c'est de dire on va se mettre d'accord et on va compter tous ensemble et on va compter de la même manière. Alors déjà ça, on pourrait y passer un petit moment parce que ça veut dire qu'il faut définir qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe, à partir de quand on compte. Tout à l'heure, vous disiez des événements exceptionnels. Oui, mais certains disent dans ce monde des catastrophes, oui, mais finalement, les petites catastrophes, les inondations récurrentes dans des quartiers pauvres, ça fait plus de dégâts qu'un grand séisme
une fois tous les 10 ans, une fois tous les 50 ans. Donc, il faudrait introduire les petites catastrophes. Donc, vous voyez, là, déjà, on voit des formes de tension. Donc, il faut se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on compte? Comment on compte? Donc, on va mettre en place des bases de données. On va aussi dire de quoi on parle. Quand on dit catastrophe aux États-Unis, est-ce qu'on dit catastrophe au Vanuatu? Non. On ne dit pas la même chose. Donc, il faut se mettre d'accord, mettre en place un glossaire, mettre en place des termes et s'accorder sur les noms. Et puis, on va mettre en place des pratiques, on va standardiser. On va dire, ben voilà, pour intervenir en cas de catastrophe, il faut qu'il y ait, que le gouvernement appelle à l'aide internationale, que là, on déclenche un système d'aide internationale. Donc, on va mettre en place une cellule qui se déplace dans le pays en premier lieu, qui vient évaluer les besoins, qui va, par le biais de rapports qui sont standardisés, faire remonter les besoins, etc. etc. Donc, le maître mot de ce gouvernement, c'est évidemment la coordination. Vous en parliez tout à l'heure, il y a des acteurs avec des outils différents, des intérêts différents, des mandats différents. Donc, il faut coordonner tout ça. Et puis, il y a aussi tout un tas d'outils qui n'ont pas seulement pour but d'intervenir en cas de crise, qui ne sont pas forcément des outils de gestion des catastrophes, mais qui sont, qu'on va mettre en place progressivement, des outils de réduction des risques, c'est-à-dire des outils autour desquels les pays s'accordent pour réduire la vulnérabilité de leur population et de leur territoire, qui peuvent être des politiques de renforcement du système de santé, d'anticipation en mettant en place, par exemple, des refuges, des exercices d'évacuation, etc., etc. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces outils qui vont être produits par ce vaste monde. Je n'ai pas le temps de les détailler tous, mais je suis sûre que Annabelle ou Djiby auront énormément d'idées, de cas plus localement, et puis de difficultés aussi que ça implique quand on amène des outils standardisés sur un contexte local. Merci Sandrine. Je passe tout de suite la parole à Annabelle alors pour poursuivre sur cette question. Je voulais absolument rebondir en effet là-dessus parce que c'est vrai que cette internationalisation de la gouvernance et de la gestion des catastrophes, elle implique une multiplication des acteurs, mais comme tu le disais Sandrine très bien, une multiplication des cadres d'action, des modalités d'intervention sur des territoires ou même des modalités de prévention. Et va avec aussi le développement d'injonctions. Tu parlais des Nations Unies et de leurs multiples réunions et leurs multiples décennies pour la réduction des risques de catastrophes. Avec celle de Sendai en 2015, on y est pour jusqu'à 2025, on est dans la 3e ou la 4e. Et en effet, ces institutions, ces groupements d'experts à la fois, de scientifiques, de politiques, d'opérationnels, élaborent des cadres d'action et des injonctions. Et si je reviens sur mon domaine, qui est la reconstruction post-catastrophe, en reconstruction, on a une injonction qui s'est imposée depuis quelques années, et notamment depuis 2015 et la conférence de Sendai, la conférence mondiale pour la réduction des risques de catastrophe qui s'était tenue à Sendai. On a une injonction au Build Back Better, c'est-à-dire reconstruire en mieux. Donc, au-delà des capacités de reconstruction des sociétés, des populations sur place, on va aussi avoir de la part des financeurs, des bailleurs internationaux tels que la Banque mondiale ou des fonds internationaux qui vont abonder dans le relèvement et la reconstruction des territoires, on va avoir une exigence de résilience, de Build Back Better, de se reconstruire moins vulnérable. Et ça, en termes de traduction locale, on entre dans une nébuleuse d'une très grande complexité parce qu'en fait, une fois qu'on a dit ça, ça paraît un petit peu évident. Même si on prend la reconstruction à l'échelle d'une vie, une reconstruction après un événement traumatisant, on souhaite tous se relever moins vulnérables, plus résilients, ne pas reproduire les mêmes erreurs qui nous ont amenés là. Ça, c'est le souhait qu'on a collectivement et individuellement face au choc. Mais il y a également l'inertie du système, c'est-à-dire le poids des héritages passés, à la fois en termes de politique, en termes de fonctionnement, que ce soit économique ou social, mais aussi en termes d'aménagement du territoire, qui vont être autant de poids, de pression qui vont peser sur cette volonté, cette dynamique du changement, de l'évolution,
vers davantage de résilience, d'adaptation au changement climatique et j'en passe en termes d'objectifs de résilience. Mais du coup, on arrive donc sur ces territoires locaux qui font appel à des financements extérieurs pour se reconstruire et qui se trouvent face à une difficulté qui est celle d'implémenter, de rendre concret sur les territoires ces opérations de réduction des vulnérabilités, d'augmentation de la résilience. La thématique générale, on est d'accord, mais les actions concrètes, comment est-ce qu'on met en place ces actions-là de développement des capacités, par exemple, des capacités économiques, à travers les moyens de subsistance? Comment est-ce qu'on met en place des mesures de prévention qui vont être efficaces face à un risque sans être contradictoires face à un autre type de risque, par exemple, ou qui vont être, ça a pu être le cas, face à des types de risques comme l'inondation et les feux de forêt, par exemple, ou même avec les risques volcaniques, où on a un type de mesure de prévention qui va s'avérer complexifier la gestion de la crise d'un autre événement, d'un autre type d'aléa. Et de fait, la traduction concrète, l'utilisation concrète de ce qu'on voudrait être des bonnes pratiques qu'on pourrait établir de manière internationale et transposer sur chaque territoire est bien plus complexe que ça, en fait. On a une nécessité d'appliquer, de trouver la bonne pratique n'est bonne que sur un territoire à un moment donné, dans un contexte donné. Et l'augmentation de la standardisation et de l'internationalisation de la gestion de ces catastrophes a tendance un petit peu à gommer les spécificités locales, et autant les spécificités locales en termes de vulnérabilité, mais aussi en termes de ressources et de capacité à répondre justement à ces menaces et à ces pressions. Merci Annabelle. Je passe la parole à Djiby pour d'autres spécificités locales. Vous nous entendez, Djiby? Oui, je vous entends très bien. Tout à l'heure, je vous avais perdu quand Dr Annabelle parlait, à propos d'Annabelle. Sinon, voilà, comme Annabelle l'a si bien dit, je vais axer mes propos plutôt au niveau local. Donc, surtout le côté ouest africain et particulièrement sénégalais, en termes de gouvernance des catastrophes. Comme ils l'ont si bien dit, si vous regardez bien tous les mécanismes de gouvernance de gestion des catastrophes au niveau du territoire ou bien au niveau national sont calqués sur des grands ensembles qui ont été définis par les Nations Unies. Ils ont parlé de la Convention de Sendai, de la Convention sur le cadre sur les changements climatiques, etc. Alors, au niveau local, il y a une déclinaison de ces cadres avec une organisation institutionnelle qui, ma foi, est à la fois, comme elles l'ont dit, est à la fois une injonction, mais est à la fois au niveau local du mimétisme. Pourquoi je parle de mimétisme? En général, c'est des gouvernances ou des cadres qui sont calqués sur des pays européens et qui sont repris directement dans nos pays et qui ne répondent pas aux mêmes exigences, mais également aux mêmes réalités que nous vivons. Alors, conséquence, de petites catastrophes comme des inondations, comme l'a dit Sandrine, de petites inondations causent des dégâts énormes parce que toutes ces gouvernances et de gestion, le modèle qui est appliqué n'est pas adapté à la réalité locale. Si on prend le cadre du Sénégal, au-delà même des institutions comme les conventions et autres, ils ont des organisations impliquées pour la gestion de ces crises, comme la direction, disons, de la gestion des catastrophes. Mais également, il y a un plan qu'ils appellent le plan ORSEC, hein, l'organisation des secours. Et ce plan-là, cadré et calqué sur des modèles qui ont été impliqués, pose énormément de problèmes à résoudre et à permettre aux populations qui ont été victimes de ces catastrophes, particulièrement des inondations, parce que c'est ce que nous vivons le plus au Sénégal en termes de catastrophes, donc permettre à ces populations de trouver énormément de difficultés à se relever, mais également à être pris en charge. Donc voilà ce que je voulais aborder de manière très locale, mais juste pour vous montrer que chez nous, quand je dis c'est local, c'est parce que c'est calqué sur des conventions ou des cadres qui viennent d'en haut, soit des injections, mais surtout du mimétisme. Merci. Merci, Djiby.
Merci à tous les trois. Je vais vous donner la parole tout de suite, Sandrine, peut-être pour aussi poursuivre en fait et aller peut-être un petit peu plus loin pour vous permettre de relever ce qui pour vous sont les principales forces et faiblesses des mécanismes de prévention et de gestion des catastrophes naturelles aujourd'hui, quel que soit le type d'acteur concerné. Voilà, j'aimerais vous poser la question après avoir donc évoqué les multiples acteurs et dispositifs en jeu dans la prévention et gestion des catastrophes. Quel bilan tirer à ce jour des mesures prises en prévention ou en réponse aux catastrophes naturelles? L'objectif de cette question est très large et n'est bien évidemment pas de faire un bilan exhaustif, mais vous inviter à évoquer à votre guise soit des façons de faire ou de penser qu'il faudrait abandonner selon vous, soit au contraire des façons de faire et ou de penser qui fonctionnent et mériteraient d'être essaimées. Libre à vous de consacrer le temps qui vous est imparti au point de votre préférence. Annabelle, tout à l'heure, a parlé de la standardisation, notamment des dispositifs. Ça peut être aussi quelque chose à creuser. Et j'ajouterais aussi suivante, en qui ou en quoi, c'est-à-dire prévention et gestion des catastrophes naturelles à l'avenir. Voilà, je vous passe la parole, Sandrine. D'accord. J'ai un tout petit peu eu un problème de son sur la fin de votre question, mais je crois que j'ai globalement saisi. Voilà, donc c'est difficile de faire un bilan, surtout à l'échelle. Enfin voilà, il faut toujours relocaliser donc, et recontextualiser. Néanmoins, je pense que si on prend un peu de recul historique par rapport à la façon dont les choses se sont internationalisées depuis les années 1980, il faut quand même saluer un certain nombre d'avancées, je pense. La première, qui est démontrée par tout un tas de chiffres et de façons de compter différentes, c'est qu'on a considérablement réduit le nombre de victimes directes des catastrophes. C'est-à-dire qu'il y a eu un accent très fort qui a été mis sur la question de l'anticipation et de la préparation aux catastrophes, avec tout un tas d'exercices qui ont été développés à peu près dans de nombreux pays, d'évacuation, d'anticipation, de gestion des secours, de coordination au moment des secours, etc., ce qui a eu un impact considérable sur le nombre de morts, ce qui n'évite pas qu'en cas de grosses catastrophes, on continue à avoir des pics de décès, mais globalement, on est quand même arrivé à beaucoup réduire le nombre de victimes directes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. L'autre progrès, il me semble, avec tous les bémols que l'on peut y mettre, c'est que tout de même, l'arrivée de l'idée de la réduction des risques dans l'ensemble des politiques publiques, dans la majorité des politiques publiques à l'échelle du monde. C'est-à-dire que pour des politiques qui étaient globalement centrées uniquement sur les secours jusque dans les années 70, avec des protections civiles, des pompiers, des systèmes de secours, des médecins et d'urgence qui évacuaient les blessés, soignaient les blessés et faisaient ce qu'ils pouvaient, on est vraiment remonté de plus en plus vers des politiques qui visent à réduire les risques de catastrophes. En tout cas, cette idée-là, elle a fait son chemin. Après, un vrai souci, si vous voulez, c'est que si on mène l'idée de réduction des risques jusqu'au bout, on entre dans un domaine qui n'est plus vraiment la question de la gestion des catastrophes, ou en tout cas qui peut ramener à des prérogatives qui sont plutôt liées à la question du développement, ou en tout cas à la question des politiques publiques, tout simplement. C'est-à-dire, enlevons même le terme problématique de développement et entrons dans les prérogatives nationales de l'État de réduction des vulnérabilités, de politique publique de santé, d'éducation, etc., etc. Et là, on retrouve les problématiques structurelles
que rencontrent ces pays, qui sont des problématiques de difficulté d'accès, de coordination, de corruption, etc., etc. Et du coup, est-ce qu'on a avancé à ce niveau-là? Là, c'est vrai qu'on retombe dans des choses compliquées. Par contre, et juste pour terminer, avant de laisser la parole pour ne pas monopoliser, je pense que là où on a fait aussi de grands pas, mais qui sont à la source d'un tas de problèmes, c'est dans la diversification des acteurs. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement face à des pompiers et des secouristes qui font un travail formidable, mais qui ont un mandat limité et une temporalité d'action très limitée. Et on est face à une multiplicité d'acteurs qui peuvent intervenir dans une temporalité beaucoup plus longue. Alors, ça pose des problèmes de compréhension, de coordination, de cadrage, de disputes pour les ressources qu'on connaît bien. Mais en même temps, ça a considérablement élargi la façon de penser ce qu'est une catastrophe. C'est-à-dire, une catastrophe, c'est plus un moment, c'est plus juste une crise, c'est plus juste un impact duquel il faut se remettre, mais c'est un cycle dans lequel les sociétés évoluent en permanence. C'est-à-dire, on est en permanence en train de préparer la prochaine et de se remettre de la précédente. Un peu comme en ce moment avec la pandémie globale d'ailleurs. Voilà. Merci Sandrine. Je vous passe la parole, Annabelle. Oui, merci. En effet, c'est clairement un des gros progrès qui a été fait dans les politiques de prévention et de gestion de crise. C'est tout ce qui est sur les systèmes d'alerte précoce, en effet, qui permettent clairement de sauver des vies et littéralement de sauver des vies, vraiment. Après, c'est vrai qu'en termes de mesures de protection contre les aléas, il y a beaucoup de choses qui sont efficaces un temps face à un aléa donné, c'est-à-dire face à une certaine hauteur d'eau, un certain type de phénomène qui va venir d'un côté et pas de l'autre, et ils vont demander une maintenance, un entretien important. Maintenant, ces entretiens qui, s'il n'est pas réalisé, peut faire d'un objet de protection un objet de danger. Je pense par exemple aux travaux qui ont été faits ces 20 dernières années sur les digues, et notamment avec les inondations dans le sud de la France ou bien avec la tempête Xynthia sur le littoral charentais, et le mauvais entretien de ces digues qui va en faire un facteur de risque en fait, et d'augmentation du risque pour les populations qui sont censées être protégées par ces structures qui sont derrière. Alors c'est vrai que toutes ces structures, toutes ces protections structurelles, on continue à les utiliser beaucoup, et on a tendance à essayer de trouver des parades, des modes de fonctionnement un peu hybrides qui soient qui a un impact moins important sur l'environnement, c'est-à-dire on ne va pas bétonner, on ne va pas construire une digue, construire un épi, mais on va essayer d'employer ce qu'on appelle des solutions qui sont fondées sur la nature. Donc en fait, on va, en observant la manière dont la nature fonctionne, dont les écosystèmes fonctionnent, on va essayer d'établir, d'en extraire en fait des modes de fonctionnement et des modes de protection et de vivre avec plus que de protection des risques naturels. Donc, ce type de solution qui est plus douce, qui est plus réversible aussi, dans le sens où on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose de raser une digue et de réaménager tout ce qui était en arrière, ou de réaménager une zone humide, par exemple, qui aura servi de zone de stockage pendant les périodes de pluie pour absorber les eaux et limiter du coup les phénomènes d'inondation sur certains territoires. Donc, ces mesures qui sont réversibles, elles sont intéressantes dans une perspective de durabilité, de soutenabilité des stratégies et des réponses qu'on met en place. Après, je voulais rebondir aussi rapidement avant de passer la parole à JB pour ne pas monopoliser non plus sur cette question de la multiplication des acteurs et des fonctionnements. Si je reviens là aussi sur la post-catastrophe et la gestion de la reconstruction, on observe systématiquement, après toutes les catastrophes majeures, une recomposition de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va avoir un décloisonnement qui s'opère. Les acteurs ont l'habitude de fonctionner sur des territoires administratifs définis, bien donnés, bien limités en fait. Et les catastrophes et les phénomènes naturels dépassent ces limites administratives la plupart du temps et poussent donc des acteurs sur des territoires voisins limitrophes à travailler ensemble et à penser davantage à l'échelle de bassins de risque qu'à l'échelle d'un territoire administratif, comme c'est le cas pour les bassins versants, pour les inondations par exemple.
Et on a aussi un décloisonnement qui se fait dans les modes de fonctionnement qui d'habitude sont en silo. C'est-à-dire qu'on va avoir le ministère de la transition écologique, de l'éducation, de l'aide sociale, etc., du logement. Et bien là, en post-catastrophe, face à la nécessité d'agir rapidement pour répondre aux besoins des populations et puis en même temps de planifier sur moyen et long terme le développement du territoire et sa reconstruction, on assiste à un décloisonnement de tous ces silos, de tous ces fonctionnements traditionnels pour prendre des décisions de manière collective. Alors ça s'apparente d'une part à une forme de recentralisation. En France, on a eu toutes les lois des années 80 sur la décentralisation des pouvoirs centraux au niveau des territoires. Là, ça va s'apparenter à une forme de recentralisation de la gouvernance. Et en même temps, il y a ce décloisonnement qui, je trouve, très intéressant parce qu'il permet vraiment de penser à la manière dont nous, géographes, on définit le territoire, en fait, comme une portion d'espace qui est aménagée, perçue, vécue par une société et qui s'y développe. Donc, ce moment de la post-catastrophe et plus largement cette question des risques permet en général un décloisonnement qui soit interdisciplinaire en termes scientifiques ou interministériel en termes de politique, de gouvernance, qui est porteur d'innovation et de pensée systémique, en tout cas, de pensée à l'échelle vraiment d'un territoire et de sa société, et qui fait donc un peu le contrepoids avec la standardisation dont on parlait tout à l'heure, et dont parlait Djiby, qui a tendance à vouloir imposer par mimétisme un mode de fonctionnement sur un territoire. Là, cette restructuration de la gouvernance autour de ces questions, elle permet davantage d'adaptation aux problématiques locales, justement, et d'ancrage dans les problématiques locales. Merci Annabelle. Djiby, si vous nous entendez, je vous passe la parole. Oui, je pense que... Je ne vous entends pas, Djiby. On ne vous entend pas. Ah, Djiby, vous nous entendez? Ah, vous nous entendez, mais nous, on ne vous entend pas. Djiby, vous nous entendez? Ah. Malheureusement, on ne vous entend pas. Peut-être en attendant, Sandrine, je peux vous repasser la parole, peut-être en réaction à ce qu'a dit aussi Annabelle à l'instant. Oui, alors, pardon. Oui, effectivement, il y a cette question de la désectorisation ou de la gestion de l'après-catastrophe qui, dans un temps un peu... j'ai l'impression qu'on a... Djiby, vous êtes revenu? Vous nous entendez? Oui. Ah, voilà. Ah, c'est parfait. Je le laisse réagir. Allô? Voilà. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous écoute. Merci. Voilà, excusez-moi, c'est les aléas de... donc, en parlant tout à l'heure de la gouvernance, des catastrophes, je voudrais un peu revenir sur les aspects évolutifs au niveau international. Mais si vous le recadrez dans le contexte sahélien ou ouest-africain, nous en sommes toujours à ce cadre toujours traditionnel de la direction de la protection civile, comme parlait Sandrine, des sapeurs-pompiers, voilà, de l'organisation par rapport au ministre de l'Intérieur, du plan Orsec. Je pense que c'est toujours dans nos pays où on a ces plans-là. Alors qu'ailleurs, ils sont dans l'anticipation et l'alerte. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas une gestion précoce, il n'y a pas des alertes précoces dans nos territoires, mais c'est par rapport à des disons, disciplines ou des domaines assez bien limités. Juste pour dire que la tendance, en tout cas au niveau international, est évolutive
par rapport à l'alerte précoce, mais également par rapport aux moyens technologiques disons de forecast, les moyens technologiques de forecast, des moyens technologiques qui leur permettent, des moyens technologiques de prévision, excusez-moi, de prévision des catastrophes, mais également les moyens d'alerte. Et à notre niveau, donc au niveau de nos territoires, ça reste toujours un problème. Voilà ce que je voulais ajouter. Voilà, je vous repasse la parole. Merci, Djiby. Alors, il nous reste 10 minutes avant de clore la table ronde et de répondre aux questions et commentaires du public. On va peut-être pas avoir le temps d'évoquer les 2 dernières questions qui me restaient, mais peut-être plus important pour moi, ce serait d'aborder avec vous l'intérêt de l'approche des sciences humaines et sociales, puisque c'est vraiment aussi l'approche qu'essaie de promouvoir la Fondation, en tout cas sur des sujets comme celui-là. Et depuis le début de notre échange, on sent bien tout l'intérêt du regard des scientifiques, en tout cas sur les catastrophes naturelles, notamment pour les multiples acteurs engagés, qu'ils soient humanitaires, politiques, etc. Sans forcément apporter de recommandations pratiques, les scientifiques permettent on sent bien de replacer les choses dans le temps long, de recontextualiser questions et pratiques, de prendre du recul et de rappeler d'où viennent les concepts qu'on utilise tous désormais, comme résilience, par exemple, qui est tombé dans le sens commun. D'où viennent aussi des manières de faire et de penser qui peuvent nous paraître évidentes aujourd'hui et qui ont pourtant une histoire. Et c'est un travail important car souvent les acteurs engagés sur le terrain n'ont pas le temps de prendre ce recul et de s'arrêter, de réfléchir sur la façon dont les choses sont posées et dont les termes guident l'action. Aussi, au-delà de l'intérêt de la démarche scientifique en général, j'aimerais maintenant aborder avec vous ce que les sciences humaines et sociales apportent comme clé de compréhension aux catastrophes naturelles, en vous posant la question suivante. Quels sont pour vous les principaux mérites? Quels sont les principaux acquis que nous devons à l'approche des catastrophes naturelles par les sciences humaines et sociales? Vous ne faites pas partie tous de la même chapelle entre l'anthropologie et la géographie, par exemple, mais je serais intéressé de vous entendre répondre à cette question. Et bien sûr, là encore, la question est large, hein, mais il ne s'agit pas de faire un recensement exhaustif, mais si vous ne deviez retenir que 1, 2 ou 3 enseignements percutants qui montrent l'importance de cette approche, quel serait-il? Je vous repasse la parole, Sandrine. Ça va être difficile de trouver 1 ou 2 ou 3 enseignements majeurs et d'essayer de pas se répéter. Bon, je pense que quand même, il faut rendre hommage à ces chercheurs des années 70 qui ont fait émerger la notion de vulnérabilité. Je pense que si on parle comme on peut parler aujourd'hui, si on envisage les choses de cette manière-là, c'est quand même parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ont pris le risque parce que c'était un risque, ils n'étaient pas du tout dans des courants à l'époque scientifiques très, très reconnus, voilà, de contredire des approches et de dire les catastrophes ne sont pas naturelles. C'était quand même assez puissant. Donc je pense que l'approche par la vulnérabilité a permis vraiment de faire bouger les choses. Elle a été ensuite déclinée, alors on peut, voilà, elle a été nuancée, je pense notamment à l'idée de construction sociale du risque ou de construction sociale des catastrophes. Et si on va dans ce sens-là et pour peut-être défendre ou en tout cas mettre en lumière le travail des anthropologues qui ont travaillé avec cette idée-là, c'est l'idée effectivement de construction sociale par les facteurs de vulnérabilité, mais c'est aussi l'idée, et ça c'est beaucoup de travaux en anthropologie qui se sont attardés sur cette question-là, qu'un événement n'est une catastrophe que lorsqu'il est pensé comme tel, compris comme tel, commémoré comme tel, pris en charge comme tel. Et donc, c'est là que je pense que l'anthropologie a fait un énorme travail pour éclairer des dimensions jusque-là assez peu étudiées, qui étaient la façon dont on raconte ces événements, la façon dont on les commémore, comment on les fait rentrer dans un récit collectif, comment plusieurs récits de la même catastrophe se tissent au fil du temps pour devenir le récit et sortir de l'idée qu'il y aurait voilà, une pensée rationnelle
qui serait sur typiquement des mesures, de la gestion, des chiffres, etc. Et puis une pensée un peu magique comme ça des habitants qui, eux, raconteraient des histoires de fantômes et raconteraient le deuil ou la mémoire. Tout ça est lié, en fait. Tout ça est lié. On ne peut pas prendre en charge une catastrophe si on ne comprend pas comment elle est, pas seulement comment les gens perçoivent le risque, c'est-à-dire dans une dimension fonctionnaliste ou utilitariste, qui est de dire, bon, il faut comprendre les représentations du risque, c'est certes important, mais c'est aussi très important de comprendre comment cet événement, il est construit collectivement en tant que tel. Voilà. Et ça, c'est peut-être le travail qu'a réalisé en partie l'anthropologie depuis quelques temps. Et je pense que c'est important. Merci Sandrine. Annabelle, je vous passe la parole pour cette dernière question, je pense, et puis ensuite on découvrira les questions du public. Annabelle, vous nous entendez? Alors oui, je vous entends, mais j'ai été déconnectée par ma connexion qui est très mauvaise. Je suis désolée, donc je n'avais pas entendu la petite transition entre les deux. Je sentais un flottement, mais je n'avais pas entendu la transition. Excusez-moi. Oui, en termes de tout à fait d'accord, bien entendu, avec ce qui a été évoqué par Sandrine. Et puis pour moi, c'est vrai que je trouve qu'un des éléments intéressants dans le fait que les sciences humaines et sociales se sont intéressées à ces questions-là, au-delà du fait de remettre les populations et leurs problématiques quotidiennes au cœur de l'analyse sur les risques et les catastrophes, c'est aussi cette interdisciplinarité que ça a fait naître au sein des projets de recherche, dans le but, si on parle vraiment de la recherche, pour le côté vraiment académique, dans le but de faire des projets qui soient le plus adaptés possible au territoire, qui soient le plus possible vraisemblables par rapport à ce que vivent les gens concrètement dans leur quotidien. Il y a eu des projets interdisciplinaires vraiment intéressants et qui ont permis de croiser à la fois les géosciences, les sciences de la nature, les sciences humaines et sociales, au sein desquelles les sciences économiques, le droit, la psychosociologie, la géographie, l'anthropologie, qui n'avaient pas nécessairement forcément l'habitude de beaucoup discuter entre elles. Et ce travail en interdisciplinarité qui a été beaucoup promu ces dernières années par les modes de financement, il va permettre de créer un langage commun, de se mettre d'accord sur un vocabulaire, de justement travailler encore un peu mieux ces définitions. Sandrine parlait des travaux des années 70 et 80 sur les questions de vulnérabilité, qui continuent d'évoluer aujourd'hui avec les discussions interdisciplinaires et qui permettent, je pense, d'arriver à quelque chose de plus précis, en fait, de plus juste par rapport aux situations qu'on est en train d'analyser. Et ce croisement des données des différentes disciplines est vraiment enrichissant pour la recherche sur les risques et sur les catastrophes naturelles, dans le but de produire des savoirs qui soient utiles à la société, mais aussi utiles aux territoires sur lesquels on travaille. Sans parler de recherche-action pure et dure, c'est-à-dire de projets de recherche qui prennent aussi en compte des programmes d'action pour réduire les vulnérabilités économiques, par exemple, pour permettre le développement d'une conscience du risque ou d'une connaissance des aléas, en tout cas des risques sur certains territoires. Au-delà de ces projets-là, qui sont des projets participatifs, en fait, qui visent la co-construction à la fois des outils, mais aussi des diagnostics de risque qu'on va poser, c'est-à-dire on sort un peu de cette posture du scientifique sachant supérieur et un peu qui regarde d'au-dessus les territoires, et on entre dans une approche plus bottom-up, donc qui part aussi de la société civile et qui permet d'être davantage ancré dans la réalité des territoires et de fait de permettre, grâce à la multiplication de tous ces travaux-là, une montée en généralité, en généricité qui peut être juste sur des questions humaines et sociales qui sont, on le sait, très contexte dépendantes. Tu parlais, Sandrine, tout à l'heure de l'importance de la contextualisation et je pense que justement, si on avait à retenir aussi un des points forts des sciences humaines et sociales sur les études de risque, c'est ça, c'est cette mise, le focus mis sur l'importance de la contextualisation des résultats et des travaux qui sont menés. Merci Annabelle. Djiby, je vous passe la parole pour le dernier moment de cette
Oui, oui, comme le temps est très, très court, juste en 30 secondes, ce que je pourrais dire, c'est que ce que les sciences humaines et sociales ont apporté par rapport à cette question, c'est d'avoir montré aux autres sciences que la finalité première de la recherche est d'abord sociale, c'est-à-dire assurer le bien-être de la population. Et là, les pionniers, comme l'a dit Sandrine, dans les années 70, ont osé, parce que ce n'était pas évident, amener au cœur de la recherche et de la société ces concepts-là. Si vous voulez, si vous regardez bien, même le concept de résilience a été d'abord écologique, mais les sciences sociales et les sciences humaines, entre guillemets, si vous voulez, l'ont humanisé et a permis aujourd'hui l'interdisciplinarité qui est une question fondamentale pour régler ces différentes questions-là. Voilà ce que je voulais apporter. Merci. Merci, JB. Merci à tous les trois. Eh bien, je passe la parole à Louise pour un petit bilan des réactions du public et puis peut-être une petite sélection de questions pour nos panélistes. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te présenter. Louise, tu es notre assistante de recherche. Récemment, tu as rejoint l'équipe et tu travailles toi-même sur un sujet en lien avec les catastrophes. Tu peux en dire quelques mots d'ailleurs, peut-être. Bonsoir à tous. Effectivement, c'était absolument passionnant là comme discussion. Merci beaucoup Sandrine, JB et Annabelle. Je fais moi-même ma thèse effectivement à l'Université de Auckland sur plus ou moins le grand domaine du droit des catastrophes, qui est un domaine en développement un petit peu. J'aurais voulu vous poser des questions à ce sujet, mais je crois qu'il y a déjà énormément de questions de nos participants, donc on en parlera peut-être un autre jour, nous. Mais alors, pour vous dire un petit peu ce qu'on a, merci à tous pour vos contributions. Énormément de choses très, très intéressantes. Je ne pense pas qu'on aura le temps de tout aborder. On a des questions spécifiques au contexte du Sénégal qui seront peut-être bien pour JB, je pense. Des questions peut-être pour redéfinir un petit peu les termes de risque, également de stratégie d'adaptation et tout ça. Puis on a des questions un peu plus spécifiques, peut-être pour Annabelle, peut-être pour Sandrine. Voilà. Peut-être qu'on peut commencer par les questions liées au contexte du Sénégal. Donc, on avait Dr Sambou qui demandait ce que JB pensait de la vulnérabilité dans les zones côtières. Et est-ce qu'on peut parler de catastrophes naturelles dans le littoral nord du Sénégal, notamment? Voilà, première question. Et la deuxième question, ce serait Marie Augendre qui demandait à avoir des précisions sur les problèmes concrets que pose la transposition des plans Orsec, donc organisation de la réponse de la sécurité civile, et d'autres plans du même type aux populations du Sénégal en particulier. Voilà, JB, si... Voilà, merci. Je commence par la deuxième question sur les problèmes du plan Orsec. Effectivement, c'est un plan au Sénégal de gestion des secours. Comme je l'ai dit dans mes propos, c'est aujourd'hui des plans qui sont dépassés dans d'autres domaines. Et les différentes catastrophes qui ont eu à se passer au Sénégal, la plupart du temps, c'est des inondations. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Non seulement l'inorganisation des différentes structures, ensuite les problèmes des ressources, mais également surtout le problème de la prise en charge des populations qui sont impactées. Effectivement, donc je pense que par rapport à cette question d'Orsec, d'organisation des secours, on doit évoluer vers, en tout cas, des mécanismes beaucoup plus adaptés par rapport au contexte sénégalais ou bien par rapport à un contexte humanitaire. Aujourd'hui, beaucoup sont en train d'appliquer le concept de forecast-based financing, en tout cas dans le domaine humanitaire, qui est un concept qui non seulement prévoit l'anticipation de ces catastrophes plutôt que de réagir par rapport à ces catastrophes. Donc, pour résumer, je pense que c'est un plan sur lequel on doit bien sûr se baser, mais aussi évoluer pour être beaucoup plus efficient. La première question portait sur la définition des concepts, hein, je pense, hein, c'est ça.
Donc, ça a été… Excuse-moi, c'était plus particulièrement sur la vulnérabilité dans les zones côtières et notamment sur le littoral nord. Oh, exactement. Oui, exactement. Alors, c'était même l'objet en tout cas de mes travaux de recherche financés par la Fondation, plus précisément dans la ville de Saint-Louis, qui sont aujourd'hui énormément impactés par les impacts des changements climatiques par rapport aux inondations. Aux inondations. Effectivement, il y a une zone à Saint-Louis qu'on appelle la langue de Barbarie, qui aujourd'hui sévit des impacts directs de l'avancée de la mer sur l'enjeu des habitations. Voilà. L'autre chose, c'est que non seulement l'impact est là, mais on le vit parce que non seulement il y a des villages qui ont disparu, effectivement, mais il y a également des activités économiques qui sont impactées. Mais évidemment, là aussi, on mettra les guillemets sur le naturel, parce que l'autre facteur qui explique cela a été un facteur anthropique, puisque dans la zone, suite à des inondations vers les années 2000 jusqu'à 2007, un canal a été creusé pour régler ce problème. Ce canal devait évacuer les eaux de pluie vers la mer, et ceci a entraîné d'autres problèmes encore plus graves. Ce qui revient toujours à mettre les guillemets sur le naturel. Donc évidemment, c'est un problème sérieux, mais malheureusement, vous vous rendez compte également de la prise en charge de cette question et reste toujours la même. Chaque année, les mêmes populations vivent les mêmes situations et pourtant, ils sont toujours là-bas et ils restent toujours là-bas. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup, Djiby, pour cette réponse. C'était bien le docteur Fatim Kanté qui avait posé la première question et Marie Ogende pour la deuxième. Peut-être, il y a énormément de questions, on ne pourra pas tout faire encore une fois, mais peut-être maintenant revenir un petit peu sur les termes. On a deux questions notamment sur le terme de résilience. Il y a une personne qui s'appelle Nana Caclin qui demande si on peut parler de résilience quand on sait que les catastrophes sont de plus en plus rapprochées et impactent le plus souvent des personnes très démunies. Marie Ogende qui dit également que ces concepts sont parfois violemment critiqués par les chercheurs en sciences humaines et sociales. Voilà, ça c'est pour le concept de résilience. On a un participant qui nous demande s'il est possible finalement de parler de risque de catastrophe, puisque selon lui, le risque recouvre surtout la situation pré-catastrophique, alors que la catastrophe serait plutôt un fait, une manifestation réelle. Donc, est-ce qu'il est vraiment possible finalement de parler de risque de catastrophe ? Et puis, on a aussi une question sur les stratégies d'adaptation, mais là, plus en pratique, qu'est-ce que ce serait que ces stratégies d'adaptation? Quelles sont en pratique ce que ça recouvre? Voilà, donc peut-être, est-ce que vous pourriez revenir rapidement? Alors, je ne sais pas qui pourrait prendre la parole en premier, mais pour revenir voilà, sur ces concepts de résilience, de risque, de stratégie d'adaptation, qu'est-ce que ça recouvre? Quels sont les enjeux peut-être également? Sandrine, Annabelle? Je veux bien dire quelques mots déjà sur résilience et le risque de catastrophe, mais je sais qu'Annabelle a aussi beaucoup de choses à dire sur ces sujets, donc je ne veux pas… Mais oui, la résilience, est-ce qu'on peut parler de résilience quand c'est récurrent? Justement, en fait, la résilience, la pensée de la résilience, c'est une pensée qui imagine que les catastrophes sont des phénomènes récurrents. C'est-à-dire que ce n'est plus la pensée de la préparation dans laquelle on imagine que la catastrophe est un phénomène absolument exceptionnel, majeur, extérieur à la société, et donc il va tomber sur la société et de l'extérieur. Au contraire, la résilience, c'est une pensée de la catastrophe comme faisant partie d'un cycle duquel on va se remettre et se préparer à la prochaine catastrophe, avec l'idée que les risques sont produits par la société elle-même. Alors évidemment, ça m'amène sur la deuxième question, qui est la question de la critique de ce concept, puisque ce concept est violemment rejeté par un certain nombre de chercheurs qui l'analysent comme un outil en fait pour dédouaner les politiques de leurs responsabilités et reporter la responsabilité de se remettre, de rebondir, de s'adapter sur les populations locales, voire même sur les individus, puisque l'origine même de ce concept, Djiby l'a dit tout à l'heure, effectivement, ça vient du domaine de l'écologie, mais c'est ensuite passé par le domaine de la psychologie, et du coup,
dans les actions qui sont mises en place pour favoriser la résilience, on a tendance à favoriser des actions micro-locales où les individus sont censés apprendre à se remettre eux-mêmes de ce genre de problématiques. Donc oui, c'est un concept qui est extrêmement controversé. Est-ce qu'on peut parler de risque de catastrophe très rapidement? Le risque, en fait, c'est peut-être l'avant, mais c'est surtout la capacité à calculer la probabilité d'occurrence de quelque chose. Donc, on peut parler de risque de grossesse, sans pour autant que la grossesse soit forcément une catastrophe. Donc, oui, on peut parler de risque de catastrophe dans le sens où le risque, c'est juste l'entrée dans un système de mesure de probabilité. Et donc, on peut parler de risque de catastrophe, on peut parler de risque de ce qu'on veut, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Bah, du coup, sans répéter ce qui a déjà été dit, c'est vrai que par rapport au terme de résilience, en fait, on est obligé de le penser avec la vulnérabilité et avec cette récurrence des catastrophes. C'est-à-dire qu'en soi, dans l'absolu, on est résilient à partir du moment où on ne s'effondre pas, où on ne meurt pas suite au choc. À partir du moment où il y a quelque chose qui continue, il y a une forme de résilience. Après, on peut discuter du caractère adéquat du terme pour parler de ce maintien dans la vie finalement. Mais en fait, dès qu'il y a vulnérabilité, il y a résilience. Et inversement, dès qu'il y a résilience, il y a aussi des vulnérabilités. Puisqu'on n'aurait pas non plus besoin d'être résilient si on était résistant à tout. En fait, il n'y aurait pas non plus cette nécessité de développer des capacités d'adaptation, justement, sans revenir sur la question de la gestion du risque qui a été, enfin, du risque de catastrophe qui a été très bien expliqué. La question des stratégies d'adaptation à l'échelle locale pour les populations, elles vont être de plein d'ordres différents. Et les adaptations, notamment en post-catastrophe, elles vont beaucoup s'appuyer sur des réseaux interpersonnels, sur de la solidarité, sur des connaissances que les gens ont dans des domaines clés de la reconstruction en lien avec les matériaux, où les trouver, ce type d'adaptation par exemple. Et on va avoir des adaptations, justement, si je garde les matériaux et la reconstruction, des adaptations des bâtiments. On va avoir par exemple la reconstruction d'un bâtiment un peu plus loin de la rivière ou la reconstruction d'un bâtiment qui va être plus résistant avec des matériaux qui vont mieux résister aux pressions dynamiques des flux en cas d'inondation par exemple. On peut aussi avoir en termes de stratégie d'adaptation quelque chose d'un peu moins palpable, matériel, mais ce qui va être la diversification des moyens de subsistance. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des populations qui vivent exclusivement de l'agriculture ou de la pêche et qui, en lien avec un risque de catastrophe ou avec une catastrophe avérée qui a eu lieu sur leur territoire, se sont retrouvés dans des situations où ils ont diversifié leurs moyens de subsistance. Ils vont, en plus de la pêche, par exemple, ou de l'agriculture, travailler sur la transformation de matières premières. Je pense en Indonésie à la transformation du manioc sous forme de bonbons ou de chips, qui permet de le vendre un petit peu plus cher, qui permet de le vendre sur les marchés à d'autres types de publics, et du coup d'obtenir des moyens de subsistance, en fait, par d'autres biais que ceux qui étaient les leurs traditionnellement. C'est des exemples que je peux donner en termes d'adaptation pour faire face en fait aux risques et continuer d'avoir une qualité de vie quotidienne pas trop dégradée par rapport à ce qui était avant la catastrophe. Merci beaucoup à toutes les deux. Djiby, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose? On ne vous entend pas. C'est bon. Non, c'est bon, merci. Alors, on peut passer à la question suivante. On a une question notamment sur les évaluations et l'analyse de nos plans de stratégie de réduction des risques, de gestion des risques. Voilà, je vous lis la question, c'est comment est-ce que les politiques de prévention et de gestion des risques devraient-elles être évaluées et ou analysées et suivies tout en respectant un langage commun international et en même temps en prenant en considération la spécificité des territoires? Voilà, donc la personne précise qu'on parle beaucoup de l'action et des plans, mais qu'en est-il de leur évaluation, de ces actions, de ces politiques et de leur définition? Voilà, c'est une question de Scarlett Thanos. Alors, je ne sais pas qui souhaiterait y répondre. Ouais, écoutez, je peux en dire peut-être deux mots rapidement.
Oui, il y a des évaluations qui sont menées en effet des politiques publiques et de l'efficacité des actions. Pour ça, ça demande, vu depuis tout à l'heure, on parle de temporalités qui sont finalement assez longues, on parle de ce temps très contraint de la crise, mais on parle aussi des temps longs du développement des sociétés et de l'aménagement des territoires. Et du coup, toutes ces évaluations, elles ont à prendre en compte un caractère dynamique, évolutif dont parlait JB au tout début, des sociétés, c'est-à-dire qu'on a des dynamiques de peuplement qui vont être différentes, on a voilà, plein de paramètres qui vont évoluer. Et du coup, dans l'analyse de l'efficacité en termes de réduction des risques, des stratégies, des politiques de prévention, il y a tous ces éléments évolutifs à prendre en compte qui engendrent une complexité, un niveau de complexité assez important. Et ces évaluations, elles impliquent aussi du coup d'être sur les territoires, de bien connaître les territoires et d'être impliqué sur les territoires dans le temps moyen et long. Donc, c'est des démarches qui ont été mises en place, qui sont mises en place et qui ont été mises en place il y a quelques décennies, mais qui demandent encore à avoir besoin d'un peu de recul, peut-être pas historique, hein, parce qu'on parle que de petites décennies, mais un peu de recul temporel pour être en mesure d'analyser avec objectivité en fait les conséquences des décisions qu'on a prises et des actions qu'on a entreprises à un moment donné. Il y a aussi la problématique des indicateurs avec lesquels on évalue, qui sont des indicateurs, donc qui sont très intéressants pour donner une tendance, mais qui ne sont que des indicateurs, c'est-à-dire qui procèdent par un mode d'abstraction, qui ne peuvent pas absolument tout prendre en compte dans le fonctionnement de nos systèmes complexes et qui, du coup, vont donner à voir certaines parties de l'efficacité en fonction de l'approche du chercheur, de ce qu'on aura voulu démontrer. Donc oui, ces travaux sont en cours et ils sont en cours à la fois en France sur le contexte franco-français, mais aussi à l'échelle internationale. Ceci étant, on manque un tout petit peu de recul encore pour avoir un panel, enfin disons une stratégie d'évaluation qui soit transposable et standardisée. Et je ne sais pas s'il faut aller vers là vraiment ou pas, si c'est le but, mais à mes yeux, on manque encore un petit peu de recul sur ce. Oui, juste rajouter un mot sur cette question-là, dire que on a quand même fait de grands progrès dans les dernières années par rapport aux stratégies d'évaluation, parce que au niveau par exemple des Nations Unies, les pays qui contribuaient au rapport mondial, au bilan mondial des catastrophes en 2009, 2011, 2013, qui avaient donc c'était affirmé volontaire, en fait, ils faisaient un rapport d'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'avant le rapport, ils envoyaient un bilan de toutes leurs actions. Et évidemment, bon, c'était toujours très, très positif en général, puisque chaque pays s'auto-congratulait de toutes les mesures qu'il avait déployées. Bon, personne n'allait vraiment regarder ce qui se passait derrière. Et voilà. Et on a quand même mis en place depuis 2013 à peu près progressivement des outils d'évaluation alors standardisés, donc ça va poser un problème pour répondre aussi à la question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on adapte ça, mais qui rentre quand même un peu dans les détails justement des politiques publiques, le type de mesures qui sont prises et à quels indicateurs internationaux ça répond. Des indicateurs qui sont quand même, quand on dit international, ça veut dire que c'est négocié entre les États. C'est-à-dire que pour mettre en place un système d'indicateurs à l'ONU, vous avez des délégués des différentes représentations nationales qui viennent s'asseoir et qui disent, voilà, là-dessus on est d'accord, on veut bien évaluer ça, on veut bien l'évaluer. Donc international, ça ne veut pas non plus dire quelque chose qui flotterait dans l'air. C'est bien des délégations nationales qui, à un moment donné, s'asseyent dans une grande salle et qui se mettent d'accord. Alors que ces délégués ne représentent pas les communautés locales affectées par les inondations, on est bien d'accord. Mais voilà, donc je voulais juste dire aussi que ça avance très lentement, mais il y a quand même la mise en place progressive d'un système d'évaluation un peu plus sérieux et un peu plus, qui rend un peu plus de compte qu'il y a 10 ou 20 ans. Vincent. Merci Sandrine. Je crois qu'on arrive au terme de cet instant recherche. Merci à tous, vraiment. Merci Sandrine, merci Annabelle, merci JB. Merci aux participants encore nombreux pour cette 4e édition. Vraiment, on était ravis. Je crois que les échanges ont été vraiment de qualité.
on aurait pu poursuivre encore longtemps sur des questions très larges, j'en ai bien conscience, mais voilà, je pense j'espère qu'on a aussi donné envie à chacun voilà, on a donné cette curiosité de poursuivre des lectures avec vos publications notamment, et puis avec les recherches soutenues par la Fondation sur ces sujets, les recherches en cours et les recherches à venir. Les recherches passées que vous pouvez aussi, donc vous pouvez lire les résultats dans les articles accessibles sur notre site. Donc merci encore à tous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain instant recherche après l'été. On va faire une petite pause. Voilà, on vous donnera des nouvelles dans notre newsletter et sur notre site internet. Je vois que Caroline, voilà, nous donne rendez-vous, voilà, le 12 octobre. Ça sera après l'été sur les territoires ultramarins. Voilà, nous allons discuter la spécificité de ces territoires qui sont bien sûr des territoires de défis, de challenge pour les acteurs humanitaires qui doivent bien souvent innover pour faire que leur programme d'action soit efficace dans ces contextes si particuliers. Et on placera notre petite loupe sur ces innovations qui ont pu voir le jour aussi grâce à des collaborations avec des chercheurs, notamment en sciences humaines et sociales. Voilà, rendez-vous le 12 octobre avec notamment nos collègues de la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, avec qui nous allons co-organiser notre prochaine conférence internationale début juillet à La Réunion. Encore merci à tous, bonne fin de journée, merci encore d'être venus si nombreux, merci Sandrine, merci Louise, Annabelle, JB, Caroline, et à bientôt pour un prochain événement de la Fondation. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci à Au revoir. tous. Merci. Au revoir.